On débute la session avec les adolescents, les adolescentes, l'adolescence, bien sûr. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette partie-là du chapitre? On va s'intéresser au développement physique, donc le développement pubertaire, les changements pubertaires qui font partie d'une part intégrante et importante du développement cognitif, affectif, social de l'adolescent. On sait que tout ça, c'est interrelié. Eh bien, ça a des incidences vraiment importantes à tous ces niveaux-là. Donc, c'est pas juste les changements corporels. Et puis, on reste la même personne qu'on était avant. On est l'enfant d'avant, puis maintenant, on est rendu un enfant qui a des fonctions corporelles optimisées, si vous voulez, si on peut appeler ça comme ça, mais disons qu'ils sont matures. Eh bien, non. Ça affecte tous ces niveaux-là, donc on est complètement en changement. Sur le plan physique, bien sûr, on va parler de l'activité physique chez l'adolescent, sa santé générale. Comment ils sont nos ados aujourd'hui au niveau de leur santé physique, au niveau de leur... on va parler de sédentarité, ça vous dit quelque chose. Donc, le sommeil de l'adolescent est aussi différent de celui de l'adulte et bien sûr du nourrisson de notre petit bébé. Utilisation des substances, on va en parler brièvement aussi. C'est à l'adolescence souvent que les jeunes s'initient à la consommation. La consommation, on dit d'alcool et autres. Pour certains, ça devient un réel problème, alors que pour d'autres, ce ne fut qu'une passade. Je vais vous donner des exemples là-dessus. Ensuite, bon, on va terminer notre chapitre avec une partie importante qui est les troubles des conduites alimentaires chez l'adolescent. Tout de suite, ce qui vous vient à l'esprit, c'est l'anorexie et la boulimie, mais il y a d'autres troubles des conduites alimentaires. Et ça peut mener, ou c'est concomitant avec d'autres types de troubles, qui sont la dépression et l'anxiété. Dernier point qui est associé, je ne dis pas qu'il est associé aux troubles des conduites alimentaires, non. Je veux simplement dire que à l'adolescence, cette problématique-là peut se poser, on ne le souhaite pas, qui est la mortalité. Oui, des adolescents qui terminent leur vie malheureusement de façon dramatique. Parce qu'on pense qu'en général, l'adolescent, il est en pleine possession de ses moyens, il a l'avenir devant lui. Eh bien, il y a des conditions dans lesquelles on perd de nos jeunes adolescents qui étaient des êtres très prometteurs pour un avenir. Pourquoi? Eh bien, parfois, c'est associé à une autre caractéristique du développement, qui est le développement du cerveau. Les changements au niveau de l'adolescent, les changements cérébraux, font en sorte qu'il pense d'une façon différente. Puis cette façon différente de penser-là le met en situation de poser des gestes qui sont ce qu'on appelle des conduites à risque. Et quand on parle de risque, eh bien, ça peut être des risques de mortalité. On se lance dans ce chapitre. Allons-y pour une première définition de ce qu'est l'adolescence. Eh bien, dans votre volume, on définit ça comme une période de transition développementale. Elle comporte des changements qui sont physiques, cognitifs, affectifs et sociaux. Elle se manifeste sous différentes formes selon les milieux sociaux, culturels et économiques. Ça, c'est un point important à retenir par rapport à l'adolescence. L'adolescence n'a pas toujours existé. Dans les sociétés pré-industrielles, on passait directement de l'enfance à la vie adulte. Aujourd'hui, on reconnaît que c'est une période de transition. Puis on dit pourquoi elle est plus ou moins longue. C'est que les attentes que l'on a par rapport aux adolescents, selon les pays, les cultures, elles sont différentes. Certains, on leur demande de maturer plus vite. D'autres, c'est pas de maturer plus lentement, mais on leur donne plus le temps de se développer, d'acquérir des compétences, des connaissances. Donc, la période de la scolarisation va être plus longue dans certaines cultures que dans d'autres. Alors, tout ça fait que ça va être perçu différemment. Ce qui est le point commun par rapport à l'adolescence, c'est toute la même chose, c'est sur le plan physique, c'est la puberté. Ça va arriver à un moment X, et puis c'est dans toutes les cultures, la puberté, elle est là. Et pour certaines, on considère que l'arrivée de la puberté, c'est même l'entrée dans le monde adulte, alors que pour nous, c'est beaucoup plus une démarcation nette et claire de l'adolescence. Vous voyez un peu le principe. Bon, donc on va parler de notre adolescent comme étant un individu qui est en transition entre l'enfance
et l'âge adulte. Quand on pense à l'adolescence, on pense à un individu qui est âgé d'à peu près 15 ans. Après ça, bon, ben, il devient un jeune adulte. Non, en fait, l'adolescence, ça se prolonge jusqu'à l'âge de 20 ans. Qu'est-ce qui marque le début? Ben, ce sont les changements physiques, les changements pubertaires, je vais vous en reparler. Et qu'est-ce qui marque la fin? C'est beaucoup plus des changements que l'on dit affectifs et sociaux. Donc, au niveau de la personnalité, il y a des composantes qui vont se solidifier chez la personne. Vous vous rappelez, vous avez des traits, vous naissez avec des traits qui vous sont hérités de vos parents. Vous vivez des expériences de vie et puis ça fait en sorte que vous structurez les bases de votre personnalité. Donc, on a des traits. Le tempérament, c'est une composition de traits. Donc, tu as ton tempérament, tes expériences vont donner les bases de ta personnalité. Et à l'adolescence, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de changements. Quand on parle d'autonomie, de maturation et de maturité, ça va faire en sorte qu'on complète notre adolescence, puis la structure de la personnalité est plus solide à ce moment-là qu'elle l'était avant. Toutefois, je tiens à vous préciser que la personnalité peut toujours changer en cours de développement, même dépasser l'adolescence, pour différentes raisons. Il y a toujours une certaine part où est-ce qu'on reste malléable. Les expériences de vie, comment on va y réagir, ben, va faire en sorte que ça s'ajoute à notre personnalité. Mais la base, elle reste là quand même. Ce qui pourrait la changer vraiment complètement, ça pourrait être des problèmes neurologiques à ce moment-là, soit associés à une maladie dégénérative qui toucherait la cognition. N'oubliez pas, c'est comme la façon de penser. La personnalité, c'est une façon de négocier les événements, finalement. Alors ça pourrait être une des causes, ou un accident qui atteindrait aussi les structures de notre cerveau au niveau du lobe frontal, les parties préfrontales. Là, on peut changer carrément la personnalité. Et je vais vous expliquer ici cette figure qui nous amène à la maturation du système reproducteur. Donc, qu'est-ce qui se passe au moment de la puberté? On commence par le système nerveux central. Tu sais où est-ce que c'est? Ben, c'est ton cerveau. Cerveau, moelle épinière. Dans le cerveau est envoyé des signaux chimiques vers ce qu'on appelle l'hypothalamus, qui est une structure importante du cerveau qui envoie des signaux à d'autres parties du corps pour enclencher le développement, la croissance. Ces signaux-là, il va les envoyer directement à ce qu'on appelle la glande pituitaire. C'est elle qui est responsable de la croissance physique et de la maturation des systèmes reproducteurs. Celle-ci, tout le monde s'envoie le message. Hein? Donc, le cerveau envoie ça à l'hypothalamus à la glande pituitaire, les glandes pituitaires à tes gonades. Les gonades, ce sont les testicules et les ovaires. Testicules, messieurs, ovaires, mesdames. Les testicules, elles, sont responsables de la production de spermatozoïdes, alors que les ovaires sont responsables de la production d'ovules. Les testicules produisent ce qu'on appelle des androgènes, alors que les ovaires produisent des estrogènes et également de la progestérone. Ce sont les hormones femelles. Donc, dans tout ce processus-là, okay, cette partie-là que je vous nomme, c'est une phase de maturation qu'on appelle les caractères sexuels primaires. Les caractères sexuels secondaires, eux, sont secondaires à la reproduction. Donc, ça va être des changements physiologiques qui ne sont pas nécessaires pour se reproduire. Quand on parle, par exemple, du développement des seins chez la femme, c'est ouais, mais les seins, c'est normal. C'est normal, oui, qu'une femme développe sa glande mammaire, mais elle n'est pas essentielle pour avoir un enfant. Alors, on va parler de caractères sexuels secondaires. Des poils pubiens, des poils axillaires, des poils sur les bras. Le fait aussi des changements cutanés. La peau, l'acné. Ah non, Moses de boutons. Okay? Ça, ce sont des changements qu'on appelle sexuels secondaires. Secondaires à la reproduction, pas parce qu'ils arrivent après. Les caractères sexuels secondaires arrivent, ces développements-là, on les perçoit bien avant que soit devenu mature notre système reproducteur. Vous comprenez? Primaire, c'est essentiel à la reproduction. Secondaire, c'est pas obligé d'être là, mais ça va arriver pareil. Et les secondaires arrivent avant les primaires. Je sais que ça fait étrange un peu, là, mais c'est ce que ça veut dire. Par exemple, le développement
du pénis, des testicules, c'est primaire. On voit ici, bon, poil pubien, poil axillaire, ça c'est secondaire. Et les seins secondaires, les ovaires, ça c'est primaire, utérus primaire. Je vais vous montrer un tableau, on va bien les départager parce qu'on voit qu'il y a des caractères sexuels secondaires qui sont communs aux hommes et aux femmes. Tandis que les caractères sexuels primaires, non, sont vraiment distincts l'un de l'autre. Je suis pas pire claire? Traverser toute cette aventure de la puberté peut prendre entre 3 et 4 ans. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a des changements au niveau des humeurs chez l'adolescent. L'adolescent et l'adolescente. Il ne faut pas juste dire que c'est les filles, leur poussée hormonale, leur fluctuation due à leur première menstruation, là, le SPM. Les garçons aussi sont perturbés par tout ce flot hormonal qui se déploie à l'intérieur de leur corps et qui procède à des changements physiologiques qui ne sont pas toujours très agréables. La fameuse acné, mais oui, les boutons. Voilà, fait que caractère sexuel primaire, secondaire, je me répète, primaire, essentiel à la reproduction, secondaire, c'est pas directement lié à la reproduction. On a ici un tableau fort intéressant qui nous parle des changements physiologiques de l'adolescence qui ont trait, bien sûr, à la puberté. Les deux colonnes de gauche, c'est pour décrire les changements chez la fille, alors que les deux colonnes de droite, c'est pour le garçon. Vous remarquerez que pour des changements similaires, parce qu'il y a certains changements, des changements caractère sexuel secondaire peuvent être similaires. Les poils pubiens, les poils axillaires. Axillaires, c'est les poils des aisselles. Les garçons et les filles vont en avoir, mais il y a un décalage de ces changements-là du gars par rapport à la fille. Le gars, c'est 2 ans plus tard. Vous allez dire si la fille, c'est 2 ans plus tôt. En tout cas, le gars, ça arrive 2 ans plus tard. Puis il y a des changements qui sont similaires, mais pas aussi accentués. Je pense, par exemple, à la mue. Vous savez, les changements au niveau de la voix. La jeune fille aussi, sa voix a mue. Rappelez-vous des enregistrements qu'on a de vous quand vous étiez enfant, puis au moment où vous étiez adolescent. Le garçon, ben lui, ça peut être plus remarquable. Il y en a qui passent vraiment d'un ton très aigu à un ton grave. Je peux donner l'exemple de mon frère, c'était vraiment comique parce que sa voix, lui, ça faisait, on lui demandait de chanter la gamme, puis qu'il faisait comme Do, Ré, Mi, Fa. OK, le Fa, là, il était quelque chose. Bon, il a arrêté de nous le chanter parce que ça le frustrait, il ne répondait même plus au téléphone. Parce que c'est ça, sa voix changeait variait, ça le dérangeait. Mettons que c'est la période où il parlait moins, mais quand ça l'a complètement maturé, il avait une voix très grave. Alors, c'est ça, la mue chez la fille, elle va se faire aussi, mais il n'y aura pas de démarcation importante comme ça. Mais elle va devenir aussi plus grave. Voilà, donc dans ce tableau-là, il y a des changements qui sont caractères sexuels secondaires, et il y en a qui sont les caractères sexuels primaires. Donc, pour arriver à une première menstruation qu'on appelle la ménarche, eh bien, il faut que les organes reproducteurs de la jeune fille se soient développés. Donc, au niveau des ovaires, il faut qu'il y ait des ovules et il faut que la matrice aussi, au niveau de l'utérus, soit développée pour éventuellement qu'un ovule fécondé s'implante. C'est ce qu'on ne souhaite pas à 10 ans, hein, parce que la ménarche est marquée de 10 ans. Entre 10 et 16 ans et demi. Donc, une jeune fille peut avoir ses premières menstruations, ses premières menstruations à l'âge de 16 ans et demi. Elle attend, puis parfois même, elle peut s'inquiéter du fait que ça soit plus tard que les autres. Do not panic. Ça peut arriver plus tard, puis il y en a que ça arrive très tôt. Très tôt, c'est plus embarrassant. Au primaire, peut-être c'est le cas si vous êtes une jeune fille, bien sûr, si vous êtes un homme, oubliez ça, vous êtes une jeune fille qui a 10 ans, vous étiez déjà menstruée. Ma fille aînée à 10 ans, oui. Heureusement, j'ai vu la progression de sa puberté et je m'attendais que ça allait arriver quand même assez tôt. Et souvent, c'est familial. Moi, ça ne m'est pas arrivé si tôt que ça. Moi, c'était aux alentours de 14 ans. Mais elle, je me doutais bien parce que ma mère, ça a 10 ans. C'est qu'elle est menstruée. Elle avait un physique, était très, très développée. Elle avait déjà, elle avait grandi beaucoup. Mais la poussée de croissance est arrivée à peu près dans cette même période-là. Elle avait grandi beaucoup. Puis c'est une enfant qui était très costaude. On dit des enfants qui ont parfois un surplus de poids. Les jeunes filles, je dis bien les jeunes filles, ça peut être un peu plus tôt, l'arrivée des menstruations. Tout comme les filles très, très sportives
pas de gras sur le corps, ça peut y prendre du temps avoir des menstruations parce que ça prend un minimum de gras pour que cette fonction-là soit opérante, si l'on veut. Donc oui, ça peut amener un petit peu, ça peut être embarrassant pour ces enfants-là. Alors, puis les écoles ne sont pas vraiment préparées. On dirait, je ne sais pas si c'est la négation qu'ils font, mais oui, les petites filles peuvent être menstruées, donc on devrait pouvoir leur permettre d'avoir dans les salles de toilette, d'avoir une poubelle pour y déposer leur serviette sanitaire. On devrait même pouvoir leur en fournir, si au cas où ça l'arriverait. C'est aux parents à être vigilants à ce sujet-là, mais il y a aussi des parents qui sont en état de déni face au changement pubertaire de leur enfant. Ça, c'est pas correct. Pas correct du tout, du tout, du tout. Pour messieurs maintenant. Messieurs aussi, vous allez avoir l'équivalent d'une première menstruation, qui est votre première éjaculation. Ce qu'on appelle la spermarche. Donc, éjaculation avec des spermatozoïdes intégrés. OK. Dans mon temps, on appelait ça, c'est les premières éjaculations qui arrivaient souvent la nuit, durant le sommeil du jeune homme. Okay? C'est comme un lâche-toi lousse. On appelait ça de la pollution nocturne. OK, c'est un peu un terme un peu amusant. En fait, les éjaculations nocturnes, c'est pas la faute du jeune homme et ce n'est pas associé à un rêve érotique. C'est parce que la machine est mise en route. S'il y a un rêve érotique, tant mieux pour lui. Ça aurait été en plus agréable au lieu d'être juste une petite flaque humide dans tes draps. Mon frère était vraiment comique. On a aussi qui était rendu dans cette période-là parce que c'est le genre de gars. Tu as déjà vu un gars qui lave ses draps, toi? Un adolescent, je veux dire. Un adolescent qui lave ses draps. Ben oui, on le voyait monter avec ses draps sous le bras parce qu'il couchait dans le sous-sol puis la laveuse était à l'étage. On était tous pris d'un fou rire, là, mais c'est pas drôle. Fait vécu. Les garçons, bon, il y a des changements qu'on voit plus marqués que chez la fille, par exemple, au niveau de la pilosité. Oui, mesdames, vous allez avoir du poil en dessous des bras, vous allez avoir du poil au pubien, et vous allez aussi avoir du poil sur les jambes. Les poils, même des jambes, vont être plus raides, je dis pas nécessairement plus denses, mais plus raides. C'est plus ton petit duvet de bébé. Puis il y a une variante toujours d'un individu à l'autre, hein, la pilosité, c'est héréditaire, ça aussi, là. Et les garçons, ben, ça va être les poils au niveau du torse, de la barbe, puis il y en a qui vont rester complètement glabres, donc zéro poil. Caractère sexuel secondaire. C'est pas essentiel à la reproduction d'être poilu ou pas poilu. Les glandes sudoripares, donc la transpiration, garçon-fille, les deux vont avoir cette problématique-là. L'acné, par exemple, il y en a plus chez le garçon que chez la fille, en général. Heureusement, aujourd'hui, on a des médicaments très efficaces qui permettent de détruire, d'assécher les glandes sudoripares, les glandes sébacées, qui sont à l'origine de cette infection cutanée-là qui est l'acné. Parce que pour des adolescents, c'est vraiment, pour certains, ça peut être vraiment traumatisant. Le fait d'avoir énormément d'acné peuvent être l'objet de moqueries de la part des autres, et c'est pour leur image personnelle, l'image de soi. C'est complexant. Alors, si ce problème-là se présente à vous, vous êtes encore des adolescents ou vous avez un petit frère, une petite sœur, sachez que oui, on peut consulter le médecin ou un dermatologue, des produits très, très efficaces pour enrayer cette problématique-là à tout jamais. Voilà. Voilà les caractères sexuels secondaires, l'ordre d'apparition. Chez la fille, ça commence nécessairement par la pousse des seins. Ensuite, les poils pubiens, poils axillaires, développement du pelvis. Ça, c'est le bassin. Vous savez, il y a des jeunes filles qui ont, quand le bassin élargit de façon vraiment importante, ben, c'est héréditaire. Et le fait d'avoir un bassin très étroit, même rendu à l'âge adulte, ça n'a aucune incidence sur les capacités de se reproduire. Voyons donc, un bassin très, très étroit, ou un bassin olympique, ça n'a aucun rapport. Ce qui fait qui peut nuire à la reproduction, c'est pas la largeur, c'est à la sortie. Là où la tête du bébé va passer dans le pelvis, c'est ça, si c'est pas assez relâché, si c'est trop étroit et pas assez souple, parce qu'il faut que ça soit souple, il y a la relaxine qui est produite durant la grossesse, là ça devient problématique. Donc, mais bien sûr, les femmes aux formes voluptueuses, pour beaucoup d'hommes, ça devient un symbole inconscient de fertilité. En tout cas, c'est ce que Freud dirait.
Bien entendu. Les gars, ben les épaules, la même chose. Il y en a des hommes qui ont des Monsieur V, Monsieur V, Madame S, les formes. Les épaules très, très larges, ça change absolument rien au niveau de sa capacité sexuelle. Et il n'y a pas de rapport entre la taille des organes génitaux et la capacité à se reproduire, OK? Il y a bien des gens qui essayent de faire des corrélations. Regarde la longueur des mains. Tu vas t'imaginer la longueur de pip, 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 pip. Hey, OK? Ça se peut que ça corresponde, puis ça se peut que ça corresponde pas aussi. Voilà, c'est un point de précision qui vous est peut-être pas utile, mais qui peut parfois vous rassurer ou vous empêcher d'être déçus, mesdames, messieurs. L'aspermarche, la ménarche, faut pas oublier que ces deux phénomènes-là, c'est associé à des modifications hormonales importantes. Puis quand on parle de ces modifications hormonales-là, c'est des modifications hormonales qui vont amener la personne à avoir des désirs de contact physique et des pulsions sexuelles aussi. Donc, cette période-là va faire en sorte que, on dit surtout, on remarque beaucoup plus chez le garçon parce que la testostérone est plus directement associée au désir sexuel. Mais les filles aussi ont des désirs sexuels, là. Regardez, on n'est pas fait en bois, nous autres, là, non plus, là. Mais c'est ça, les changements hormonaux, tout ça, vont faire en sorte que la masturbation peut s'inscrire dans l'activité sexuelle normale chez un adolescent, tout comme c'est aussi normal chez un adulte, je vous ferai remarquer. Et il y en a qui se sentent hautement culpabilisés par rapport au fait de s'occuper de son corps. Voyez-vous? C'est encore là, c'est quelque chose qui devrait faire partie de l'éducation sexuelle de la personne. Et même, tu dis que qui va me parler de ça, Donden Lariden? Ben, tes parents. Oui, on donne mes parents, ça, j'aime pas me parler de ça. C'est étrange, hein, qu'ils t'ont eu quand même. S'ils n'étaient pas au courant de comment se fait un enfant. Ah, je suis pas fine, je suis pas là pour juger vos parents. C'est vrai que c'est des sujets pour certains parents, c'est difficile à aborder. Mais avant que le jeune n'entreprenne des relations sexuelles complètes avec un partenaire de sexe opposé et que le résultat soit un petit embryon, un petit fœtus et un petit bébé au bout du compte, c'est peut-être important qu'ils considèrent que la masturbation, c'est quelque chose qui est normal et sain. D'accord? Alors, si vous êtes pour être parent un jour, n'oubliez pas de bien expliquer à vos enfants qu'ils ont le droit d'apprécier le plaisir que leur corps peut leur offrir, ou peuvent offrir à leur corps. En tout cas, arrangez ça comme vous voulez. La fameuse poussée de croissance à l'adolescence, elle touche le garçon, elle touche la fille, mais d'une personne à l'autre, elle peut être très différente en termes du moment où elle arrive et aussi en termes de changement, d'importance des changements qui sont associés. C'est quoi la poussée de croissance pubertaire? Bien, c'est des changements au niveau de la taille, du poids, des muscles, des os, la taille des os aussi, là, dans le fond, c'est ça. Tu grandis très, très, très rapidement. Très rapidement, tu vas prendre plusieurs centimètres, ta masse musculaire va augmenter de façon importante. Eh bien ça arrive aussi plus tôt chez la fille que chez le garçon. Un bon 2 ans, les filles avant les garçons. C'est pour ça qu'on va voir des différences. Si j'ai un petit garçon et une petite fille, en fait, la jeune fille, elle a eu sa poussée de croissance. Push, ah ouais, sa poussée de croissance. Avant lui, ils ont le même âge. Si elle a 13 ans, elle s'est fait, lui, c'est pas encore enclenché. Mais donnez-lui encore une année de plus, 2 ans de plus, et vous allez voir qu'il y a des bonnes chances qu'il la dépasse d'une bonne tête. Et toute sa morphologie va changer dans la poussée de croissance. La durée, environ 2 ans. Il y en a qui ça ne fait pas des grosses différences. Moi, j'ai pas grandi bien. Je suis pas, non. Mais j'ai une de mes filles, cependant, elles, plus grandes que moi, sont toutes plus grandes que moi, chanceuse. Mais il y en a qui sont pas beaucoup plus grandes, mais voilà. Plus grandes que moi, je mesure 5 pieds 1. Je dois même mesurer 5 pieds en vieillissant. Les disques intervertébraux ratatines, là. La madame est peut-être plus petite. Mais ma fille, une de mes filles, elle a grandi à sa petite croissance, est assez intense. Elle avait mal aux hanches. Elle a mal aux hanches, la tache des os, mal aux genoux.
Donc, c'est ça, ça peut causer des douleurs. Et je vous ai même parlé qu'il y a certaines personnes qui grandissent tellement vite que ça peut causer des vergetures. Donc, la peau ne suit pas. Tu comprends? Les os grandissent, les muscles se développent, cric, crac, croc, la peau, elle n'a pas eu donné le temps de s'étirer tellement que ça a été rapide. C'est très secondaire, ça, c'est une question d'apparence, mais c'est désagréable cependant de se lever le matin, on a mal dormi parce qu'on avait mal dans les hanches, dans les genoux, dans les os, dans la carcasse. Ça ne m'est pas arrivé. J'ai pas une belle grosse poussée de croissance. Au moins, c'est ça l'avantage. Une illustration schématisée de la poussée de croissance chez la fille et chez le garçon. Le nombre de centimètres qu'ils peuvent prendre par année et sur le nombre d'années sur lequel ça s'étend, cette fameuse poussée de croissance-là, donc les changements importants sur le plan de la morphologie. Parlons maintenant des pubertés précoces et des pubertés tardives. Donc, ceux que ça arrive trop tôt ou ceux que ça arrive très ou trop tard. Y a-t-il un trou? Oui, quelque part, il y en a un trou. Quand on s'écarte trop de la norme. D'ailleurs, il y a un conflit intérieur qui est vécu par l'adolescent. Quand il entreprend ces changements pubertaires, il se sent devenir quelqu'un de différent. Puis d'un certain côté, il aime ça parce qu'il se sent comme un être unique. Son concept de soi, il s'est développé à partir de ses expériences du passé, à partir de ses traits, comment les autres le voient. Donc, tout ça, là, c'est en train de prendre... Ça prend une structure, ça prend une forme avec laquelle il est habitué. Mais ça, avec les nouveaux changements qui sont associés avec la puberté, si lui, il s'écarte trop, d'où les autres sont rendus dans leur changement, là, il va vivre la détresse psychologique ou, en tout cas, être en dissonance, si on veut, là. Donc, c'est ça. Il va être pareil, puis il va être pas pareil. C'est un peu ça. Donc, les filles ont 2 ans d'avance sur les garçons au niveau du moment où la puberté va arriver et les changements vont être complétés jusqu'à maturité. On va dire qu'une fille a un développement précoce si c'est en bas de 10 ans qu'elle est menstruée. Tardif, si ça dépasse 14 ans, en tout cas que les signes pubertaires qui précèdent pas longtemps avant la menstruation, ça dépasse vraiment 14 ans, là, on va dire, il devrait y avoir quelque chose qui y a peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas au niveau de la glande pituitaire, au niveau du fonctionnement hormonal. C'est à surveiller aussi. Les garçons, eux, avoir complété sa puberté, il y a une grosse voix, un gros bonhomme, il a eu sa poussée de croissance, puis il y a 12 ans, c'est précoce. Puis le garçon, il n'a pas eu ces changements-là, la poussée de croissance, elle commence, mais bon, c'est pas flagrant. Pilosité 0, au niveau de la voix, il n'y a rien qui a changé. Dépassé 17 ans, on va parler de puberté tardive. Voilà, et ça a des incidences. Je vais les expliquer un par un dans les diapositives suivantes. La puberté précoce chez la fille, c'est plus négatif que positif. Donc, c'est pour ça que j'ai inscrit, il y a plus d'inconvénients. Elles se sentent beaucoup plus différentes de leurs amis, ne sont pas prêtes à se sentir femme ou à dealer avec ce corps de femme-là, parce que toutes leurs amies sont encore filiformes. Il y a un gain de poids qui est associé à la prise hormonale, la poussée de croissance et tout ça, et elles peuvent se sentir mal par rapport à ça. Autre truc qui est associé, bien sûr, à cette prise de poids, ces changements physiques-là, c'est qu'elles ont la poussée hormonale, fait qu'elles présentent aussi des désirs. Les désirs sexuels vont être éveillés, donc vont être plus attirés par les garçons, mais pas des garçons de leur âge. Bon, des garçons qui peuvent avoir 4 ans de plus qu'elles et leur corps présente aussi les caractéristiques d'une jeune fille plus âgée. Le risque associé à ça est bien sûr d'avoir des activités sexuelles précoces, avec les risques encourus du fait de ne peut-être pas se protéger. Bon, elles ont aussi plus de problèmes avec les parents. Pourquoi? Parce que les parents qui voient leur petite fille devenir une femme très tôt, ils s'inquiètent, et ils s'inquiètent parfois même de façon démesurée et deviennent très sévères avec leur jeune fille. Hein? Tu n'iras pas là, il va-tu y avoir des garçons? Non, tu reviens à la maison. Donc, les conflits peuvent apparaître, puis amener justement la jeune fille à
faire carrément le contraire de ce que ses parents s'attendent d'elle. On a remarqué qu'il y avait aussi plus de dépression, le sentiment dépressif. Celui-là, on l'attribue au fait de se sentir différente des autres, puis de ne pas être prête à affronter le regard aussi des autres sur elle, alors que dans leur tête, dans leur cœur, ce sont encore des enfants. Vous voyez? Donc, l'image, quand elle se regarde, elle n'aime pas ce qu'elle voit. Ce que ça peut faire aussi, c'est être à l'origine des troubles des conduites alimentaires, dont l'anorexie, parce que ce corps-là, qui est en train de se transformer en corps de femme, elle ne veut pas que ça lui arrive maintenant. Alors, elles vont contrôler leur alimentation parce qu'elles se trouvent trop grosses. Il y a trop de dépôts adipeux, c'est ce qui arrive chez la femme. Le gars, lui, c'est sa masse musculaire qui va augmenter plus rapidement. La fille, elle, c'est sa masse adipeuse, même sa masse musculaire augmente aussi. Mais ça, elle n'en a pas le goût quand elle se compare aux autres. Le garçon, maintenant, qui a la puberté précoce, ah ben lui, il est content, hein? Lui, oh, OK, il se développe le thorax, les épaules, tout ça, la barbe même qui lui pousse. Tu fais comme, oh mon Dieu, la voix, tu sais, la mue de la voix, il y a une grosse voix. Tu sais, le jeune homme de 13 ans qui a l'air d'un jeune homme de 17 ans, lui, c'est assez favorable pour lui. Bon, premièrement, les jeunes filles qui, elles, ont déjà eu leur puberté parce qu'il y a 2 ans de différence, le trouvent très intéressant. On le trouvait plus intéressant que ceux qui sont du même âge parce que les garçons du même âge ont 2 ans de développement de retard. Donc, tu sais, c'est comme, le déclic va se faire plus par rapport, ils vont le trouver plus attirant. Dans les sports, ben, il va être plus performant. Il a eu sa poussée de croissance, lui. Ça, ça fait partie des points positifs. On a remarqué qu'il y avait aussi, il y avait plus d'amis. Les gens voulaient beaucoup plus s'associer à lui, probablement parce qu'il dégage aussi une plus grande confiance en lui. On parlait que la jeune fille, elle, qui était précoce, avait plus un problème d'estime personnelle, d'estime de soi. Elle va avoir tendance à être plus dépressive. Lui, au contraire. Okay? C'est un plus pour son estime, donc il est plus attirant, les gens vont vouloir être avec lui. Mais il y a un petit inconvénient, très petit inconvénient, c'est qu'il ne faut pas oublier que s'il a 13 ans, ben, il pense comme un petit gars de 13 ans. Alors, quand on s'adresse à lui, on a l'impression qu'il est ticoune un peu, dans le sens qu'il n'est pas très, très brillant. Il répond comme quelqu'un de 13 ans. Il ne répondra pas comme un jeune homme de 17-18 ans. Là. L'expérience de vie, c'est une expérience de 13 ans. Et les intérêts aussi, c'est des intérêts d'enfants de 13 ans. Même si son corps, il dit autre chose. La puberté. Excusez. Quand je cafouille, là, je les efface tout le temps d'habitude, mais là, je suis tannée de les effacer, OK? Je vais vous cafouiller ça, là. La puberté tardive, chez la fille, il y a beaucoup plus d'avantages. Chez le gars, l'avantage d'être précoce, la fille, tardif. Pourquoi? Ben, c'est que les critères de beauté, les standards de la beauté chez la femme, ça ressemble beaucoup plus à une jeune fille prépubère. L'idéal de minceur, il est là. Les formes, les courbes, c'est pas ça qui est valorisé, en tout cas dans les revues, puis dans les standards de la mode. C'est encore comme ça, là. Même si on parle de diversité corporelle, les gens sont donc maintenant ouverts à ça, on n'est pas encore rendu là. Donc, notre jeune fille, qui sera encore très élancée, très mince et sans vraiment forme de femme, ben pour elle, c'est bon pour l'estime de soi. Oui, il se peut qu'elle ait hâte de voir sa poitrine se développer, mais à part de ça, elle n'est pas vraiment à la recherche de dépôts graisseux au niveau des cuisses, des hanches, des fesses, des bras. Hein? Alors, c'est plus positif. C'est que ça va s'en venir un jour. Il n'y a pas de presse. Et dans les sports qui demandent une légèreté et de la grâce et non de la graisse, elles sont plus performantes. Donc, il n'y a pas de presse pour la fille d'avoir sa puberté. Le problème, comme je vous disais tantôt, c'est la jeune fille qui a la puberté précoce. Mais si elle entre dans le cycle infernal des troubles alimentaires, eh bien, elle se va retrouver avec ce qu'elle veut, c'est retrouver le corps d'avant, mais la santé mentale n'y sera pas et la santé physique non plus.
puberté tardive pour notre petit monsieur. Là, je vous ai mis des images. Là. Je cherchais ça. Adolescent, j'ai marqué adolescent, puberté tardive. Là. Puis bon, le jeune homme, la photo du bas, ce jeune homme-là, ben, il a 17 ans. Je trouve pas qu'il a l'air d'un gars de 17 ans, mais probablement que c'est arrivé plus tard. Hein. Sa photo est là, j'avais le droit de la prendre. Hein. Je l'ai prise, elle était sur l'Internet. Alors, t'as vu, je sais pas, mets-toi ta face. Bon, on peut rire de lui, on connaît pas. Et voilà, donc pour le gars, puberté tardive, ben lui, c'est beaucoup d'inconvénients. Beaucoup plus d'inconvénients. Ben, il est moins sollicité par les jeunes filles parce qu'il a l'air d'un tout petit. Il est plus dépendant aussi de ses parents, puis il y a beaucoup plus de conflits lui, avec ses parents parce que la frustration qu'il vit de ne pas encore être un homme fort et viril, ben, il se défoulera pas sur ses amis, là. Il veut être accepté, puis il se sent plutôt rejeté. C'est pas le meilleur d'un sport, puis c'est pas la qualité athlétique qui se dégage de lui. Donc, sur qui va se défouler? Ben, c'est sur ses parents, puis c'est de leur faute, puis puis c'est de leur faute. C'est de leur faute, ils l'ont mis au monde. OK, tais-toi, man, là, mais il va vivre plus de frustration, donc il va plus se chicaner avec ses parents. Il va essayer de se rabattre, vu qu'il n'est pas super bon en sport, parce qu'il n'a pas les qualités physiques pour le moment du futur athlète qu'il sera peut-être. Et bien, il va se retourner vers les études, donc il va être plus performant au niveau scolaire, ce qui est un point gagnant. Autre aspect positif, qui est peut-être très mince comme aspect positif, c'est que lui, quand il parle, on a donc l'impression qu'il est tombé intelligent, cet enfant-là, ouais, parce qu'on ne voit pas ce jeune homme-là à l'intérieur de lui. Donc, il parle, il a l'air vraiment d'un génie. Puis en plus, s'il met beaucoup d'accent dans ses études, ouais, ça se peut qu'il soit vraiment génial. Tout ça va se résorber au moment où ce jeune homme-là va avoir sa poussée de croissance et tout ça. Lui, il attend ça vraiment avec impatience. Mais, comme vous le savez, on a tout notre bagage génétique. Il y a certains garçons qui vont rester plus frêles que d'autres. C'est leur bagage génétique. Voilà tout. Il y a des changements importants qui se font aussi au niveau du cerveau de l'adolescent. Puis ces changements-là, c'est des changements physiques. Oui, le cerveau, c'est un organe, c'est quelque chose de physique. Mais ces changements-là vont toucher aussi le mode de fonctionnement de la pensée de l'adolescent. Parce que la pensée, ben, elle vient du cerveau. Hein? Elle vient des parties frontales qui, eux, viennent à maturité plus tard dans le processus. Comment ça fonctionne? Ici, l'image nous montre que de 5 à 20 ans, ce sont le cerveau d'un individu qui évolue avec l'âge. Okay? La matière grise, il l'illustre par le rouge. Okay? L'image, elle peut nous induire en erreur, là. Non, elle illustre par le rouge. Quand tu regardes ça, tu fais moins il y a de rouge, donc moins il y a de matière grise. Qu'est-ce que la matière grise? On dit souvent, sert toute ta matière grise, là, c'est tes neurones. En fait, c'est les corps cellulaires des neurones. La matière blanche, c'est les axones de ces neurones-là. Donc, il y en a de moins en moins. Tu dis, mon Dieu, on devient niaiseux en vieillissant. Non. Non, le processus que ça fait, c'est que le cerveau va éliminer les neurones inutilisés, qui n'ont pas établi de connexion utile, mais ceux qui restent vont avoir des communications plus efficaces entre eux. Donc, on va consolider ces neurones-là. C'est pour ça que quand on vous parlait de plasticité cérébrale, la capacité du cerveau à enregistrer de l'information, quand tu es enfant, là, c'est le temps de te stimuler. On pense au langage, à la musique. La musique, c'est une forme de langage. Tout ça, stimuler un enfant dans différentes zones, différentes sphères d'activité, que ce soit sur le plan physique, cognitif, tout ça, là, ça permet de développer un bagage de matière grise efficace. Quand tu es rendu à l'adolescence, les autres neurones, ils sont éliminés pour garder ceux qui fonctionnent bien. Vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc, à la fin du processus, à 20 ans, les neurones qui sont restés en place, ce sont des neurones qui sont plus efficaces. Les communications sont meilleures, sont plus rapides parce que tu as développé des habiletés X, tu es rendu là. Pas pire, hein? Mais, comme je l'ai dit au tout début de mon speech, la partie du cerveau qui se développe en dernier, donc c'est plus vers 20 ans, puis on le voit, c'est la partie du lobe frontal. Puis le lobe frontal, c'est la prise de décision. Ouais. Ce qui veut dire que
nos adolescents, ils restent un petit peu plus bébés dans leur tête, mais ils ont des capacités physiques d'adultes. Vous voyez le lien? Conduite à risque. Eh oui! J'ai 2 liens vidéo ici que j'aimerais que vous preniez le temps de regarder. C'est pas très long. Chacun, c'est pas très long. Le premier, c'est un genre de publicité pour dénoncer la prise de risque chez les adolescents, puis les risques qui entraînent, bien sûr, une issue fatale. Oui, ça secoue quand on regarde ces images-là. Pour moi, c'est pas une bonne façon d'amener l'étudiant, le jeune, l'adolescent est étudiant d'habitude, dans plusieurs cas, d'amener le jeune à réaliser qu'il se met en danger. Il ne s'identifie pas nécessairement à ces images-là. Les parents, oui, les parents ça va les amener à réfléchir, à ne pas trop laisser leur jeune faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Mais le jeune lui-même, il est au-dessus de tout ça. Lui, il est invincible. Lui, il fait des choses pour épater ses copains. Lui, les bénéfices associés au plaisir, OK, qui est la vitesse, les sensations, l'euphorie du moment, est plus important que le calcul du risque qu'il puisse y arriver quelque chose. Alors, ces images-là, c'est des coups de poing, mais je ne pense pas qu'ils atteignent leur cible si c'est parce qu'on veut s'adresser aux étudiants. Voilà, c'est mon opinion. Mais quand même, ça démontre en tout cas les nombreuses situations dans lesquelles l'adolescent peut se retrouver. Il y a un excellent encadré, d'ailleurs, dans votre volume, à la page 289, que je vais vous demander de lire, où on explique justement le volet biopsychosocial, du pourquoi l'adolescent se met en danger. Alors, vous avez toutes les réponses à ça. Notez les éléments. C'est clair qu'éventuellement, je vais vous poser cette question-là en examen et je veux m'assurer que ces notions-là sont bien comprises. Elles sont résumées aussi, l'aspect biologique est très bien résumé dans l'autre lien, juste en dessous, où on nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Maxime, qui veut épater les jeunes filles en sautant d'un tremplin alors qu'il n'est pas très habile dans ce genre d'activité-là. Pourquoi il le fait? Qu'est-ce qui le pousse à le faire? Il n'y arrive rien, il n'y a rien de dramatique au bout de ça, mais on nous explique qu'est-ce qui dynamise ce désir-là de se dépasser dans une situation où son jugement devrait dire « laisse donc faire ». Donc, il y a le volet aussi social à l'intérieur de ça. Hein? On veut impressionner justement les amis, le sentiment d'invincibilité, avoir du plaisir. En fait, c'est le plaisir après qu'on le remarque, que les jeunes filles le remarquent, qui impressionne les autres autour. Donc, pourquoi c'est comme ça chez l'adolescent, puis chez l'adulte, c'est moins présent. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des adultes qui ont encore une façon de fonctionner comme les adolescents. Eh oui. Et la structure du cerveau, le développement du cerveau est en jeu dans cette tendance-là. Est-ce que ça veut dire qu'on n'y peut rien? Bien sûr que non. Si on se dit tout, ben c'est pas de sa faute, c'est son cerveau qui est comme ça. Hein? Il va toujours vouloir prendre des risques. Non. Il y a une façon d'interagir avec lui, d'échanger avec lui, lui faire prendre conscience que cette réalité-là, elle est vraiment, c'est une réalité, puis qu'il y a un pouvoir de décision par rapport à ça, puis qu'il calcule mieux les bénéfices, les coûts et bénéfices à poser certains de ces gestes-là. Tristement, il y a des adolescents que ça se termine leur vie à cause de comportements à risque. D'ailleurs, il y a une chanson qui a été faite par le groupe Projet Orange qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui a voulu épater ses copains en voiture, puis que finalement, il s'est retrouvé décédé dans la voiture. Il y a eu un accident de voiture parce qu'il roulait à une vitesse excessive. Là. Il y a vraiment une envolée de la voiture, puis il est décédé de ça. Et d'ailleurs, la chanson s'appelle « De héros à zéro ». Vous l'avez peut-être déjà entendu. C'est un hommage, mais en même temps, c'est une prise de conscience que, regarde, on ne veut plus en perdre des jeunes de cette façon-là. Donc, lisez ça, puis vous me direz ce que vous en pensez.
un petit schéma qui résume les changements corporels de notre adolescent. Le cerveau, on l'a vu, il y a une diminution de la matière grise, ce qui fait que les neurones restants sont plus efficaces. Puis on va le remarquer au niveau des fonctions motrices et aussi des habiletés spatiales. Donc, comment tu te déplaces dans l'espace, comment tu interagis avec ton environnement, tes membres, ta mobilité. Tu as développé de l'agilité et des capacités qui sont plus. On dit c'est dans les adolescents, là, au niveau des réflexes, là, beaucoup plus élevé que chez l'adulte d'âge mûr, en tout cas. Le jeune adulte, comme l'adolescent, mais l'adulte d'âge mûr, les réflexes ont diminué. Et les personnes adultes d'âge avancé, ben là, les réflexes, là, n'est pas comme les adolescents. Hein? Donc, le cerveau, toujours au niveau du cerveau, ben, on sait que c'est le lobe frontal qui complète la maturation cérébrale, puis dans ça se retrouve la logique, la prise de décision, la planification, le jugement, et on dit l'expression des émotions aussi. Alors, tous ces changements-là, on ne le reconnaît plus, notre jeune. Ben, c'est parce que le lobe frontal est le dernier à maturer, si tu veux. Fait qu'on a, puis c'est pas égal, si je te dirais, là. Au niveau des émotions, il y a de la difficulté à modérer ses émotions. Puis même, il y a des adolescents qui vont dire « je me comprends plus », mais nous autres aussi, on ne comprend plus. On va lui donner encore un petit peu de temps. On va lui permettre aussi de se reposer. On va parler du sommeil, l'importance du sommeil dans le bon fonctionnement cérébral de notre ami, l'adolescent. La taille, bien, on sait qu'il y a la poussée de croissance qui est là, qui va varier selon les individus, selon la génétique, donc la maturation de chaque individu. Et la morphologie générale. Ce qui va grandir en premier, c'est les pieds et les mains. Oui, oui. L'adolescent se retrouve avec des grands palettes. C'est ça qui va. D'ailleurs, c'est ce qui va faire penser aux parents qui a peut-être entrepris sa poussée de croissance. C'est qu'en peu de temps, le jeune va dire « Hey, mes chaussures sont donc bien petites. Il me semble qu'il était correct. » Je suggère pas aux parents d'acheter des grands raquettes parce que ça marche pas bien avec ça, là. Mais il faut s'attendre que pendant 2 ans à peu près, on dit 2 ans, des fois 3 ans, la taille des chaussures va augmenter rapidement. Donc, les pieds et les mains. Après ça, tu as les bras. Tu as les mains, les bras, les jambes. Puis ton tronc, il reste tout petit. C'est ta phase gerboise. Oui, tu ressembles. Vous savez, l'espèce de souris, là, elle a des grands pattes, mais elle a des petites mains, par exemple. Et mettons qu'elle aurait des grands bras aussi, elle a un petit corps. Ensuite, le tronc va allonger. Il y a une période de l'adolescence où on vous voit, ton chandail, il te fait parfaitement du cou jusqu'aux hanches, mais les bras, c'est trop court, c'est tout des manches 3/4. Youpi, c'est la mode. Non, ça ne l'est pas. Si tu ne grandis pas, égal. Et d'autres choses qui changent, bien, le visage. On dit que le visage devient beaucoup plus anguleux. Parfois, on trouve le nez proéminent, okay, le front un peu plus bombé. On dirait que tout ça ne se développe pas de façon constante. C'est comme tu as un trop grand nez, tu as des trop grandes oreilles, ta mâchoire est par en avant, tout ça va se replacer, l'harmonie va revenir. Mais pendant une période de l'adolescence, tu te regardes, tu te reconnais plus, puis tu dis « maudit que je suis laid ». Hein? Avez-vous remarqué que c'est toujours dans la période où tu te trouves le plus laid de ton existence que tes parents ont la merveilleuse idée de prendre des photos de famille. Et oui, t'es la période la plus moche de ta vie et on immortalise ça, on met ça dans un cadre, puis on envoie ça à grand-maman, qui, elle, va garder ce cadre-là sur son mur éternellement. Merci, maman. Merci, papa. Faut bien rire, hein? Sans oublier qu'en plus d'avoir une drôle de face, un drôle de look, eh bien, t'as des boutons. T'as des boutons que t'essayes de patcher avec toutes sortes de crêpes, là, puis... Non! Les dents avancées un peu, hein? Ouais, c'est le temps où on te met des broches. En tout cas, on a toutes nos photos qu'on fait comme « Ah non! Alors encore cette photo-là! Oh, j'étais-tu laide dans ce temps-là? » Bon, la dernière diapositive de cette partie-là, je suis vraiment dans le sombre, moi, là. On a fini, on est rendu à la dépression. Tu sais, au début, c'était ouh, tu sais, on devient adolescent. Les poils nous poussent en dessous du bras, on commence à cruiser. Puis là, je finis par la tristesse, la mortalité chez les adolescents.
Eh bien, deux principales causes de décès, parce qu'en principe, t'es top shape. Les décès qui sont accidentels. Accident de motoneige, accident de 4 roues, dans un sport, un sport quelconque qu'on a fait de façon extrême ou avec beaucoup d'insouciance, c'est ça. Puis pourquoi? Ben, ça correspond à ce que je vous ai dit plus tôt dans le diaporama. Le fait que sur le plan cognitif, son jugement n'a pas évolué, mais ses capacités physiques ont augmenté. Et puis que les gains émotionnels sont plus grands que le calcul des risques. Il pense qu'il y a plus à gagner d'épater les autres, puis le thrill que ça va lui donner, qu'il ne mesure pas vraiment bien le risque où il peut y arriver quelque chose de grave. Alors, ça va être ça. Accident de la route, ça va arriver aussi beaucoup. Parce que, bon, il y en a qui sont vraiment téméraires, mais aussi parce qu'ils n'ont pas d'expérience de conduite. Vraiment pas. Puis l'expérience, ben, il n'y a rien d'autre que le temps qui peut donner l'expérience. Donc, il faut que la personne, elle conduise, qu'elle conduise beaucoup, qu'elle conduise dans des bonnes conditions, puis qu'elle soit consciente des risques. Alors, ça, les accidents de voiture, c'est triste. Et aussi, ben, dans l'inconscience, comme je vous dis un petit peu, ne calcule pas les risques de situations dans lesquelles ils veulent impressionner les autres, comme dans les expériences de calage. Okay? Un coma éthylique, le décès suite à un coma éthylique, c'est le calage de boissons. Il y a des jeunes au Québec, il y a des jeunes partout dans le monde, que pour faire la fête, on va enivrer quelqu'un qui est pas nécessairement consentant, mais pour plaire aux autres, pour faire partie de la gang, pour se sentir plus vieux et intégré, va accepter la situation. Et puis là, et voilà. Fait que là, c'est le décès ou la destruction après un coma éthylique. Et oui, il y a des personnes qui survivent, mais le cerveau est lourdement affecté. Après un coma, les cellules nerveuses, on en a perdu une coupe. Hein? Alors, c'est ça, c'est des jeux d'ados qui ne sont pas des jeux. C'est quand ça arrive que les jeunes en prennent conscience et que là, on va récupérer cette situation-là pour après ça faire de la prévention, oui. C'est dommage d'être obligé d'attendre que des choses comme ça arrivent. Mais c'est ça. Voilà. C'est vrai que c'est ça, mon affaire. Hein? Bon, on dit que les garçons présentent un plus grand nombre de décès par suicide que les filles, oui, parce que le suicide, la dépression, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Mais les filles font beaucoup plus de tentatives de suicide, puis elles sont hospitalisées. Pourquoi? Ben, ça va beaucoup avec le mythe de la masculinité. Le mythe de la masculinité, ben, c'est quasiment une réalité, là. Le stéréotype. Ça, on va l'appeler stéréotype parce que c'est pas tout à fait un mythe. Un mythe, pas un mythe. Le gars, il est fait fort, il est fait tough, il est fait... OK? Donc, le jour où il va prendre la décision de s'enlever la vie, c'est irrévocable. Et puis, ça va être fait de façon masculine et violente. Donc, mort violente, arme à feu, pendaison, un accident de la route délibéré, foncer dans un mur de ciment. Donc, ça va être des choses qu'il va être sûr de ne pas se manquer. La jeune fille, elle, dans ses tentatives de suicide, qui peut aussi aboutir en suicide, suicide réussi, j'aime pas ça dire ça, mais c'est ça qu'on dit. Ah, suicide réussi, ça veut dire qu'il est mort. Eh bien, on va y aller avec des méthodes plus douces. Bon, prendre des médicaments. Tu peux mourir de surconsommation de médicaments, bien sûr, mais pas de Tylenol. Tu vas scraper ton foie, fille. Ben, c'est ça, ils ne mesurent pas toujours... Là, j'en ris, mais c'est pas drôle pantoute, là. Mais c'est ça, on va prendre toutes sortes de médicaments en se disant, bon, ben, eux autres, c'est leur signal d'alarme. Au secours, je vais prendre des médicaments, je vais m'endormir et puis je me réveillerai plus. Mais sauf si tu prends toutes les pilules de ta grand-mère, qu'elle a tout son bagage de somnifères, toutes sortes de ces médicaments pour sa dépression, là, il y a plus de chances que tu partes dans ton sommeil, dans de l'inconscience et que tu meurs. Mais ce qu'on appelle les parasuicides, c'est les personnes qui ont fait des tentatives de suicide et qui survivent. Mais ils sont lourdement handicapés. Sur le plan, bien sûr, cognitif, ça a des incidences aussi sur le plan physique. Alors, c'est ça. Les filles, eux autres, vont y aller, on dit, essayer de... Ça fait drôle de dire se gazer. C'est des choses comme ça, là. Détourner
le gaz de la voiture, dans la voiture. Puis encore là, ils n'ont pas toujours les moyens de réfléchir à ce genre de situation-là. Ça va être beaucoup plus les médicaments, s'ouvrir les veines. Voilà. S'ouvrir les veines. Bon. Puis encore là, ben, dès qu'elle va commencer, elle va dire « Ah, ça fait trop mal. » tu sais. Puis pour ouvrir les veines, pour que ça fonctionne, je ne vais pas vous donner le truc, mais tu as juste à pogner du gros courant. Là. Je veux dire, la carotide, tu vas mourir vite, là. Mais elles ne feront pas ça. Elles vont s'ouvrir les veines du poignet. Ils vont pas prendre une grosse artère. Alors, tu dis, ils ont le temps de changer d'idée. C'est un peu ça. Le suicide, c'est aussi un signal d'alarme, même s'ils sont décidés et disent, ça va arriver maintenant, c'est ça que je suis rendu là. C'est pas vrai. C'est un signal d'alarme pour dire, je suis en dépression, j'ai besoin d'aide. Mais dans des cas où est-ce que c'est des mesures qui sont drastiques, qui sont prises, l'issue est fatale ou l'issue est vraiment grave. Il y a des jeunes hommes qui se sont tirés une balle dans le visage, qui ont survécu, qui ont perdu la vue, perdu la mâchoire. Puis c'est la vie au complet qui est complètement détruite suite à ça. Puis quand ils reviennent de ça, est-ce qu'ils veulent encore mourir? Non, ils ne veulent pas mourir. Mais pourquoi s'être rendu aussi loin? Ils ne veulent pas mourir, pourtant, il y a des conditions de vie atroces et c'est déprimant aussi. Ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'autres tentatives. Là. Je ne dis pas que c'est pas systématique. Là. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ce qu'il faut, c'est d'être attentif aux gens autour de nous quand on perçoit des changements, des humeurs plus moroses chez les personnes, puis des changements de comportement d'humeur. Tu le reconnais plus. Attends pas. Posez-la directement la question. Est-ce que tu broies des idées noires? Est-ce que tu penses au suicide? La personne va te le dire parce que pour elle, ça va être comme OK, je vais te le dire, là, mais dis-le pas à personne. Je vais te le dire, dis-le pas à personne. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Tu penses au suicide? Oui. Bon, OK. Mais c'est pas vrai, je ne dirai pas à personne. Là, il aura beau être fâché, faire une crise de bacon à terre. Tu dis non. Parce que je tiens à toi. Tu m'as confié ça, je tiens à toi et moi, je ne veux pas te perdre. Okay? Eh bien, oui, je vais le dire, puis on va te trouver de l'aide. Puis, je ne te laisse pas à partir de maintenant, comme ça. Je ne veux pas que ça t'arrive. Je ne veux pas te perdre dans ma vie. Donc, il y a une façon d'amener la situation, mais posez-la la question. Attendez pas que ça l'arrive. Et si jamais ça arrive, puis vous n'en êtes pas rendu compte, il y a beaucoup dit, on ne s'est jamais douté qu'il était rendu là dans sa vie. Bien, vous n'avez pas à vous en vouloir de ça. Vous n'êtes pas obligé d'être attentif à tout le monde tout le temps pour toutes sortes de choses. Toute ta vie à vivre aussi, toi. Puis il y en a même, c'est ça que s'ils ont fait des tentatives, ils vont faire des tentatives, puis à un moment donné, ça va être la fin. Et tu as fait tout ce que tu pouvais faire. Donc, cette note triste, on va se dire salut pour cette partie-là du chapitre. On va entreprendre la prochaine étape avec les troubles alimentaires, qu'on dit troubles des conduites alimentaires, parce qu'on se conduit de façon différente face à la nourriture selon la problématique alimentaire que nous avons. Alors, à bientôt!